Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand. Le débrief de Radio VFM et Foot Normand, la suite, la deuxième partie de ce 24e épisode. Déjà, re-salut Mathieu Billot, Foot Normand. Salut Christophe, salut à tous. Après le Stade Malherbe de Caen et son équipe réserve dans la première partie, on s'intéresse au championnat de France de Ligue 2 et plus particulièrement au Ciel et Marine, à la 35e journée du championnat de France de Ligue 2 et à la défaite du Havre au Stade Océane face à Grenoble sur le score d'1-0 avec un invité dans un instant. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VSM et le Foot Normand. Et cette 35e journée de Ligue 2, effectivement, elle a vu la défaite donc des Havrais 1-0 face à Grenoble au Stade Océane. C'était vendredi soir. Le but grenoblois a marqué un petit peu plus d'un quart d'heure de la fin du match. Fin de série, hein, Mathieu, effectivement, pour cette équipe havraise. Ouais, cette équipe havraise qui maîtrise une chose cette saison, c'est l'art des montagnes russes. Parce qu'elle avait enchaîné 4 défaites de suite, ce qui n'était plus arrivé en Ligue 2 depuis 2011 quand même. Donc voilà. Derrière, 3 victoires de rang. Et puis avant de nouveau de rechuter contre Grenoble. Bon, faut s'attendre à quoi pour la fin maintenant? On va espérer qu'il n'y ait pas de nouveau une série négative parce qu'il ne reste plus que 3 journées. Donc voilà, même s'il n'y a plus d'enjeux directs, et les barrages d'accession ne sont plus qu'un lointain souvenir pour le HAC. Voilà, faut si possible finir sur une bonne note. Ça serait quand même sympathique pour le HAC. Il faut s'attendre à quoi pour la fin? On va peut-être poser la question justement à notre invité, Mathieu. Tout à fait. On est avec Yann Simon, membre de la Fédération des supporters du HAC et porte-parole de cette fédération. Bonjour Yann. Oui, bonjour Mathieu. Bon Yann, justement, vous étiez au match, c'était vendredi du coup, le match du HAC, la journée avait été avancée. Comme on disait, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre quand on regarde un match du HAC, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Oui, effectivement, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, mais à vrai dire, au point où on en est là aujourd'hui, on ne s'attend plus à rien. On a l'impression qu'il y a, et c'est ça peut-être le plus triste et le plus grave, j'ai envie de dire, mais il y a un peu de désintérêt pour cette fin de saison du côté des supporters et des suiveurs du HAC. Oui, totalement. Déjà, il n'y avait pas un intérêt qui était très important, même lorsqu'on était dans la course. Alors quand je dis un intérêt, c'est de la part du public, et là je parle en termes de remplissage du Stade Océane, puisqu'on oscillait entre 5005 et 6005, 7000 pour les matchs moyens. Mais il y avait quand même une dynamique impulsée par l'équipe, par les supporters, et globalement ça tenait encore la route, mais depuis l'enchaînement catastrophique depuis janvier 2022, effectivement, cette petite dynamique, je dirais, elle est totalement retombée, et là le désintérêt est très important. Et j'ai envie de dire peut-être que la défaite dans la confrontation régionale contre le voisin canet à domicile, le jour des festivités pour l'anniversaire du HAC, est-ce que ça n'a pas été un peu le point de rupture, même si comme vous l'avez dit, ça allait déjà pas très bien depuis janvier, mais on a eu l'impression que ça a fait une forme de bascule, ce match-là. Ah oui, complètement. En fait, on a pris le risque de fêter les 150 ans contre Caen. On savait que ça pouvait basculer du mauvais côté, et effectivement, à tous les niveaux, ça a été ce match a été une humiliation pour les supporters du HAC. Alors on peut quand même, ça va peut-être pas vous réchauffer le cœur, mais la fête était belle jusqu'au match. Moi qui ai la chance d'y être, Christophe aussi, j'avais fait le tour du parvis, il y avait un cortège des supporters, vous étiez venus jusqu'au Stade Océane, tout avait été plutôt bien organisé. C'est le match n'ayant pas tourné en faveur de l'équipe de Paul Le Guen, forcément ça gâche tout en fait. C'est plutôt le côté sportif qui a un petit peu gâché la fête. Oui, complètement, effectivement. Après, on sait, là, c'est l'incertitude du sport, mais sur le terrain, on n'a pas du tout mis les ingrédients qu'il fallait pour se donner une chance de faire bonne figure. Et voilà, donc sportivement, ça a baissé, et forcément, ça s'en est ressenti également au niveau de l'ambiance de part et d'autre. Ouais. Est-ce qu'on a envie de dire que depuis quelques semaines, alors on parlait un petit peu de désintérêt des plus fidèles des supporters du HAC.
s'il y a même de la colère maintenant, en tout cas qui s'exprime dans les tribunes, alors de manière très mesurée, hein, il n'y a pas du tout de débordement comme on peut voir ailleurs sur d'autres stades, mais il y a quelques banderoles, il y a notamment Pierre Ventier, le directeur général du club doyen, qui cristallise un petit peu la colère des supporters. Yann, pourquoi plus Pierre Ventier que Paul Le Guen, que les joueurs, que le président Volpe on a l'impression que c'est un peu lui qui est ciblé depuis quelques semaines de la part des supporters. Oui, globalement, on pourrait cibler tout le monde, hein, chacun à cette heure. Maintenant, effectivement, nous on fait le constat que Pierre Ventier est là depuis 4 ans maintenant. Ce qu'on attend d'un directeur général, alors il faut aussi se dire qu'on a un président, Vincent Volpe, qui est le propriétaire, mais qui se comporte la moitié de l'année comme un président. Donc je pense que la position de Pierre Ventier n'est pas facile à trouver dans ces conditions. En ce qui concerne Pierre Ventier, effectivement, nous, ce qu'on attend d'un directeur général, ce n'est pas quelqu'un qui fasse des constats, bien souvent fatalistes, le Covid, le Brexit, Mediapro, etc. Mais on attend vraiment d'un directeur général qu'il soit présent dans les moments difficiles. Ça n'a pas été le cas lorsqu'on jouait le maintien l'année dernière. Et aussi qu'il puisse coordonner l'ensemble des acteurs, qu'ils soient sportifs et non sportifs dans le club, et vraiment impulser une dynamique, dresser une feuille de route et qu'il donne un peu le tempo au sein du club. Et aujourd'hui, on a effectivement quelqu'un qui fait des constats. Le plan d'action, on ne le connaît pas. La ligne de conduite du club, on ne la connaît pas. On lui demandait également, il y a 4 ans, quand il est arrivé, de restructurer, on va dire, sportivement le club. Donc tout ce qu'il a fait, c'est donner les pleins pouvoirs à Paul Le Guen. Alors Paul Le Guen, on y reviendra après. Mais globalement, donner à quelqu'un la responsabilité de l'ensemble du sportif, incluant la cellule recrutement et donc le coaching, ça nous met réellement en porte-à-faux pour la suite parce qu'on dépend d'un seul homme et donc de son staff qui lui est lié. Et si cet homme nous quitte, en fait, on est le sportif est une coquille vide. D'accord. Donc là, si je comprends bien, ce que vous remettez un petit peu en question, c'est l'organisation même du club en interne, en fait, sa structuration, comment il fonctionne sur le point de vue sportif, du coup. Oui, c'est ça. Et même hors sportif, d'ailleurs. Ce que vous souhaitez, clairement, aujourd'hui, c'est le départ pur et simple de Pierre Ventier ? C'est ce que vous demandez ? Oui, et à travers son départ, en fait, c'est une prise de conscience du club que, voilà, on ne peut pas continuer éternellement comme ça, il faut aussi prendre en compte les spécificités de la ville et les spécificités du club. Le club du HAC, c'est un club qui est, on va dire, familial, dans lequel, en fait, l'humain est très important. Et aujourd'hui, en fait, je pense que Pierre Ventier a voulu déconstruire tout ça. Et finalement, voilà, on arrive à un point de rupture aujourd'hui où il n'y a absolument pas de dynamique, pas de lien entre les différents organes du club, pas de lien réel avec le public, d'où le peu d'intérêt. Voilà, donc d'un côté il y a le sportif, mais d'un autre côté je dirais, nous on parle également de dynamique club. Oui, parce qu'on a envie de dire, alors peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, et c'est votre droit, mais du point de vue sportif, aujourd'hui, malgré ses résultats en dents de scie, le HAC est 6e. Bon, moi je me rappelle en début de saison, après la saison dernière, et au regard du recrutement, ou de l'absence de recrutement, ou du recrutement tardif, on s'inquiétait presque du maintien pour le HAC. On a envie de dire que cet effectif-là pouvait difficilement peut-être faire mieux. Est-ce qu'entre guillemets, en tant que supporter du HAC, on peut se contenter de ça ? C'est ça un peu la question, quoi, malgré... Oui, mais globalement, en fait, c'est certainement le déroulé de la saison qui nous amène à être déçus aujourd'hui, parce qu'on aurait mal commencé, on aurait été proche de la relégation, et finalement on aurait enchaîné des matchs pour finir 6e, effectivement, il y aurait une dynamique positive. Or là, globalement, voilà, on fait une saison qui tient la route parce qu'on a des joueurs qui sont unis, combatifs, pas exceptionnels, mais voilà, globalement on arrive à tirer notre épingle du jeu et à être tout proche des 5 premières places. Et finalement, voilà, les gens ont été déçus par l'enchaînement des matchs de janvier-février.
À côté de ça, le club nous dit qu'ils font le constat, une fois de plus, on fait beaucoup de constats chez nous, qu'il y avait beaucoup de jeunes et qu'on manquait d'éléments d'expérience. Et dans le même temps, les gens voient Khalid Boutaïb quitter le club. Et comme par hasard, derrière, on n'a jamais pris autant de buts, on a gagné très peu de matchs. Donc voilà, on entend des constats et dans les actes, il y a des choses différentes qui se passent. Donc ça provoque, alors, je dirais du désintérêt du public en général, pour revenir sur votre première question, et de la colère de la part des fans, mais je dirais que je préfère voir des gens en colère parce que ça montre qu'il y a encore des gens qui sont concernés par l'avenir du club. Oui, la pire des choses pour un club de foot, c'est de n'intéresser personne en fait. C'est l'indifférence. Voilà, exactement, c'est l'indifférence. On a beaucoup parlé de Pierre Ventier. Notre confrère Benoît Donquel de Paris-Normandie, toujours très bien informé quand il s'agit du HAC, bien entendu, a sorti un papier la semaine dernière où il évoque la possibilité d'un départ de Paul Le Guen, et plus exactement en fait que Vincent Volpe peut-être souhaiterait changer de coach. On imagine que ça a fait pas mal de bruit du côté du stade Océane. Yann, quel est votre regard par rapport à ça, si éventuellement cette info se confirmait? Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire plusieurs choses. La première chose, c'est la peur du vide. On va repartir avec un effectif qui va être à reconstruire pour moitié. Et comme je le disais tout à l'heure, on a mis tous les pouvoirs sportifs dans les mains d'un seul homme et de son staff. Et aujourd'hui, si cet homme nous quitte, on va dire au mois de mai 2022, il va falloir retrouver, en fait, remettre tout en place et pour recomposer un effectif en à peine un mois, enfin 1 ou 2 mois, on va dire. Globalement, ça fait peur. D'un autre côté, on prend l'info telle qu'elle vient, nous on n'en sait pas plus. Mais d'un point de vue extérieur, on se dit quand même, Paul Le Guen et son staff, ça pèse relativement lourd dans la masse salariale. On nous annonce des très grosses économies. J'imagine mal Paul Le Guen et son staff faire cadeau d'un an de contrat à WAC. Donc voilà, donc tout est sur la table. Maintenant, pour en revenir à Paul Le Guen, il a ses partisans, ses détracteurs. Pour ma part, j'étais assez critique lors de son arrivée parce que je pensais qu'il n'avait pas d'expérience de Ligue 2 et effectivement, on va dire qu'il s'est plus ou moins planté sur ses premiers gros recrutements avec il a recruté Mera, Sersoy, Ben Mohamed, autant de défenseurs avec une très grosse masse salariale. Donc globalement, voilà, c'est pas ce qu'il fallait en Ligue 2. Il a appris et depuis 2 ans, je dirais que c'est globalement lui qui maintient le club encore debout. Alors, je suis pas fan du coach, mais par contre, dans son discours, le fait de prendre beaucoup de choses sur lui, encore cette année, là encore récemment, je trouve en fait qu'il prend plus ou moins la place de Pierre Ventier aujourd'hui, voire de Vincent Volpe. Donc globalement, repartir sur autre chose, reconstruire, on parle d'un directeur sportif, pourquoi pas, parce que c'est justement, on aimerait qu'on reconstruise avec divers pions et qu'on assemble le puzzle et que ça fonctionne correctement. Maintenant, qui va choisir les hommes? Qui a la compétence sportive et les connaissances pour choisir les bons hommes? Je ne sais pas. Ben justement, Yann, si c'était vous qui deviez le choisir, cet entraîneur, vous souhaiteriez quel profil? Plutôt quelqu'un capable de secouer un peu le cocotier. On a parfois tendance à penser que le Havre est un long fleuve tranquille dans son fonctionnement quotidien. Est-ce que vous voulez plutôt un profil demain, on va dire à la Pascal Duprat, capable de faire un peu bouger les lignes? Plutôt quelqu'un d'expérimenté? Plutôt quelqu'un au contraire qui va miser sur les jeunes? On sait que le Havre est réputé aussi pour sa qualité de formation et dans ce cas-là, partir sur un projet peut-être à plus long terme. C'est quoi le profil que vous souhaiteriez, vous, demain? Honnêtement, j'ai pas d'idée. J'avoue de pas. Enfin, je connais le foot, mais j'ai pas les compétences pour décider. Maintenant, vous citiez quelqu'un qui peut remuer un peu les gens et peut-être remuer un peu le club. Moi, je dirais pas Pascal Duprat, je dirais plutôt un Antonetti. Même si c'est pas forcément une bonne année pour lui, mais globalement il a prouvé dans sa carrière qu'il n'était pas mauvais.
Il y a des gens un peu tête de con, mais comme Thierry Loret, ce sont des gens en fait qui ont l'expérience d'une montée en Ligue 1. Et je pense que ça c'est ce qui nous fait défaut dans le choix des différents entraîneurs depuis l'arrivée de Vincent Volpe. Et juste, alors on veut pas enterrer l'avenir de Paul Le Guen, loin de là, ça se trouve il sera encore là l'année prochaine et bien là. Mais est-ce que ce qui manque pas aussi au Havre, c'est peut-être de faire un peu appel aux anciens? Alors je sais bien qu'il n'y a pas 50 000 candidats, il n'y a pas de 50 000 anciens joueurs du HAC qui sont peut-être sur le marché des entraîneurs, mais peut-être pour redonner aussi une identité. Vous parliez beaucoup de club familial et que c'était un petit peu perdu. Est-ce que, alors à compétences, bien entendu, c'est le premier critère, il faut avoir les compétences pour, mais de faire appel à des anciens, un ancien sur le banc, est-ce que ça pourrait pas aussi recréer un début de dynamique pour le HAC? Oui, alors sur le banc ou pas, mais en tout cas, effectivement, aujourd'hui, on en parlait, je pense que parmi les anciens du HAC, le seul qui reste aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, c'est Abasba, qui suit le centre de formation. En plus, bon, c'est pas forcément c'est quelqu'un de très bien, mais s'il n'est pas emblématique du HAC, on va dire. Maintenant, effectivement, il manque un peu cette culture HAC, cette fibre HAC, tous les étages du club, et notamment également en sportif. Alors effectivement, le premier critère, c'est la compétence. On va pas faire venir quelqu'un parce que il a marqué les esprits au HAC, etc. C'est pas le but. Mais par contre, je pense qu'on a effectivement besoin que des gens transmettent la fibre au HAC. Alors sur le banc, je ne sais pas, j'ai pas forcément de nom, mais effectivement, il y a des gens. On se posait la question et il y a pas longtemps avec quelqu'un, on se disait tiens, Mathieu Louis-Jean, il est quand même directeur de la cellule recrutement de l'OM. C'est quand même quelqu'un qui est connu au Havre, etc. Et jamais, en fait, quelqu'un a eu l'idée de se pencher sur son cas avant qu'il signe à l'OM, par exemple. Donc effectivement, il y a des anciens du HAC qui sont dans le circuit. Après, il faut voir les motivations, les envies des uns et des autres. Mais bon, voilà. Donc oui, il manque en fait cette culture HAC, cette fibre HAC à tous les niveaux que Monsieur Ventier n'a cessé de vouloir déconstruire justement. Et c'est un des gros reproches qu'on lui formule aujourd'hui. On va surveiller tout ça de près dans les prochaines semaines. On va terminer cette partie par une petite note positive. On va d'ailleurs vous demander votre point de vue, Yann. Hier, il y avait aussi un gros match pour le HAC, pour la section féminine, qui affrontait Nantes. C'était une sorte de finale d'accession. Nantes était première avant le coup d'envoi, le HAC deuxième. Les filles de Vred-Concalvé se sont imposées 2-1 et donc passent leader à 2 journées de la fin. Seul le premier peut monter en D1. Alors c'est loin d'être encore gagné. Il reste 2 journées, dont un déplacement périlleux à Lille le 3e. Donc, mais on va dire que de toute façon, si elles voulaient retrouver la D1 dès la saison prochaine, il fallait impérativement regagner ce week-end, ce qu'elles ont fait. Yann, c'est quoi votre regard sur cette section féminine? On sait que c'est un peu le bébé du président Vincent Volpe. Là, à ce niveau-là, il y a des résultats. On sait qu'aussi, c'est bien logique, c'est du foot de haut niveau, ça coûte aussi un petit peu d'argent. C'est quoi votre regard sur cette section féminine? Disons que c'est positif pour le club. De toute façon, tous les clubs professionnels ont une section féminine et veulent la développer. Au HAC, effectivement, on l'a développée de façon très rapide par l'intermédiaire de Vincent Volpe qui a fait venir des Américaines. Ça a marché un moment, mais ça ne pouvait pas durer sur le long terme. Et globalement, je trouve que cette section, au contraire des hommes, finalement, sur le plan sportif, c'est très rapidement structuré et finalement restructuré après le départ de Thierry Huvenard. Et il y a vraiment une feuille de route, une lisibilité. Je disais d'ailleurs dans vos colonnes là, du magazine Foot Normand, quand on parle de la section féminine, la façon dont elle est organisée, la façon dont on recrute exclusivement en Normandie. En fait, on sent que ça travaille bien et voilà, les résultats suivent. Alors effectivement, on peut aussi dire d'un autre côté qu'il est plus facile, entre guillemets, même rien n'est facile, mais c'est plus aisé d'avoir des résultats positifs avec les féminines et de remonter en Ligue 1 que pour l'équipe Fagnon masculine. Maintenant, c'est très bien pour le club et je dirais malheureusement pour les filles, je pense qu'il y aurait
moins de déception vis-à-vis de l'équipe masculine. Je pense qu'il y aura encore plus d'engouement aujourd'hui pour l'équipe féminine. La victoire appelle la victoire un petit peu. Oui, puis c'est, comme je vous l'ai dit, c'est globalement il y a l'équipe Fagnon masculine qui ne va pas bien. Alors l'équipe, on va dire, est forcément le club. Et il n'y a pas réellement de dynamique et c'est dur en fait de se projeter vraiment et être à fond derrière les féminines dans ces conditions. Parce que le club c'est un tout. Yann Simon, porte-parole de la Fédération des supporters du HAC, était l'invité de la deuxième partie du débrief de Radio VFM et Foot Normand. Merci beaucoup Yann d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Et on vous souhaite évidemment une bonne fin de saison à vous ainsi qu'aux Havrais. C'est pas coton la fin de saison pour les Havrais. Déplacement à l'AC Ajaccio, réception de la JO Auxerre et déplacement à l'En Avant Guingamp. Pour finir, ce sera le 14 mai. À très bientôt Yann, merci. Merci, au revoir. Troisième partie du débrief, elle sera consacrée, comme très souvent, Mathieu, au foot régional dans un instant. Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15.